Bienvenue à la rencontre d'information concernant la gestion des eaux indésirables. Je me présente, Jennifer Drouin-Ostigui, conseillère en communication à la Ville de Saint-Hyacinthe. Avant de commencer, je désire vous informer que la séance va être enregistrée et par la suite, elle va être diffusée sur notre site Internet. Alors, voici l'ordre du jour. Dans un premier temps, Mme Claire Gagné, mairesse suppléante de la Ville de Saint-Hyacinthe, prendra la parole. Par la suite, M. Charles Laliberté, directeur général adjoint services techniques, fera une mise en contexte de la gestion des eaux indésirables et présentera le chemin de l'eau. De son côté, M. Jocelyn Bazinet, conseiller technique aux infrastructures au service du génie, expliquera les phases du plan de déploiement. Par la suite, Marie-Josée Lemire, chef de la division permis et inspection au service de l'urbanisme et de l'environnement, vous expliquera les détails relatifs aux permis et aux inspections. Finalement, Elena Aratsaris, directrice des communications et de la participation citoyenne, vous expliquera les outils de notre campagne de communication. Pour conclure, il y aura une période de questions. Ainsi, si vous avez des questions durant la rencontre, je vous demande de bien les garder au moment opportun. Avant de commencer, je voudrais également vous présenter certaines personnes qui sont dans la salle. Monsieur André Beauregard, maire de la Ville de Saint-Hyacinthe. Madame Chantal Frigon, directrice générale de la Ville de Saint-Hyacinthe. Monsieur David Olivier Huard, conseiller municipal du district d'Ouville. Ainsi que Pierre Thériault, conseiller municipal du district Yamaska. Voici ce qui conclut les présentations. J'invite maintenant la mairesse suppléante, Madame Claire Gagné, à prendre la parole. Merci, Jennifer. Alors, bonjour à tous et toutes. Vous le savez mieux que quiconque, la qualité de nos infrastructures repose d'abord sur le sérieux du travail effectué sur le terrain. Aujourd'hui, on parle de raccordement conforme et de gouttières redirigées au bon endroit. Ce sont des détails techniques, oui, mais qui font toute la différence. Quand l'eau de pluie se retrouve dans le réseau sanitaire, ça surcharge nos installations, ça provoque des débordements et ça mobilise inutilement notre usine de traitement. C'est un gaspillage de ressources, d'argent et d'énergie pour tous. Pour répondre à ces enjeux, la Ville a mis en place un plan d'action axé sur la conformité des installations, notamment en ce qui concerne les gouttières et les raccordements inversés. C'est pourquoi il est important que les entrepreneurs et professionnels du milieu soient bien informés de la réglementation municipale en vigueur et qu'ils veillent à ce que les travaux soient réalisés dans le respect des normes. Alors, nous vous remercions d'être présents. En assurant la conformité dès le départ, vous contribuez à renforcer la résilience de notre réseau, à éviter des correctifs coûteux et à bâtir une ville plus durable. Je cède maintenant la parole à nos experts, en commençant par M. Charles Laliberté, directeur général adjoint aux services techniques. Encore une fois, merci de votre présence et bonne rencontre. Merci. Donc, je vais faire une mise en contexte pour la présentation de cet après-midi. Je vais vous présenter le chemin de l'eau à Saint-Hyacinthe. On a un magnifique diagramme qui a été préparé par la direction des communications en collaboration avec le service du génie. On dit souvent une image vaut 1000 mots. Bien, dans cette image-là, ça résume l'ensemble de ce qu'on va discuter cet après-midi. Donc, on dit le chemin de l'eau à Saint-Hyacinthe, mais c'est pas juste à Saint-Hyacinthe. Le chemin de l'eau dans les 1000 villes du Québec est pas mal similaire à ça. Ici, à Saint-Hyacinthe, on a la chance d'avoir notre propre usine de traitement d'eau potable puis notre propre usine d'épuration. Donc, je vais parcourir le diagramme avec vous. Donc, on part, bien entendu, à l'usine de filtration qui est sur la rue Giroir. Donc, l'eau, elle est prélevée directement à la rivière, ici, par des conduites très profonde en amont du barrage, pour avoir une réserve d'eau suffisante en tout temps, en temps d'étiage et tout ça. Donc, c'est acheminé à l'usine de traitement d'eau potable. Et là, c'est traité par un système de filtration et de désinfection
et ensuite emmagasinés dans des réservoirs. Donc, à l'usine de filtration, on a 4 grands réservoirs. Puis, on en a un aussi excentré, un réservoir qui est situé à Douville, dans le parc Hertel-Cloutier, à l'angle des rues Carignan et Longueuil. Donc, de ces gros réservoirs-là, il y a des énormes pompes qui pompent l'eau à travers de la ville, dans nos réseaux d'aqueduc, dans toute la ville. Donc, on peut voir le circuit en bleu là, de l'eau propre, si on veut. Et puis là, ça arrive dans nos demeures. Et puis, ben là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les eaux usées, des eaux domestiques, le lavage et tout ça, la vaisselle, ça s'en va à l'égout sanitaire, bien entendu. Donc, ça s'en va à notre usine d'épuration. Ça passe par des postes de pompage, puis ça s'en va à l'usine d'épuration pour être traité avant d'être rejeté à la rivière. Puis pour ce qui est des autres eaux, qu'on va regarder aujourd'hui aussi, donc, il y a 2 chemins possibles pour l'eau de ruissellement. On va vous expliquer un peu plus loin que l'eau de ruissellement qui tombe sur les toits, qui va dans les gouttières, on la veut sur les surfaces perméables, on la veut pas sur les surfaces imperméables. On veut qu'elle percole dans le sol et qu'elle ne se rende pas directement au réseau d'égouts pluvial. Par contre, tout le reste d'eau de ruissellement, le surplus qui ne rentre pas dans le sol, tout ce qui dans des entrées de cours, qui s'en va à la rue, ça s'en va à l'égout pluvial, ça va direct dans une conduite directement à la rivière. Donc, c'est un peu ça le grand chemin de l'eau, puis on va juste le reviser ensemble dans les prochaines diapos. Donc, le parcours de l'eau domestique de la rivière à votre maison. Donc, l'usine de filtration prélève l'eau de la rivière, la traite et fournit une eau de qualité aux citoyens, aux institutions, aux entreprises. Puis, ça nous permet d'assurer, bien entendu, une pression optimale pour le service de sécurité incendie. Et puis, de la maison à la rivière, donc l'usine d'épuration qui traite les eaux usées en plusieurs étapes. Donc, c'est un processus qui dure 15 heures environ pour la goutte d'eau. On traite environ 45 000 mètres cubes d'eau par jour. Fait que c'est environ 18 piscines olympiques d'eau par jour. Donc, c'est des grosses quantités d'eau qui sont traitées. Donc, c'est là que ça devient un peu plus pertinent, si on veut, pour la présentation de cet après-midi, parce qu'il y a 2 cheminements, 2 parcours pour l'eau. Donc, de nos précipitations, on a dit tantôt qu'on peut s'en aller directement au réseau d'égouts pluvial puis à la rivière. Mais le parcours 2, qu'on aime beaucoup, c'est que de nos précipitations, ça va dans nos gouttières, ça va dans les surfaces imperméables. Puis après ça va dans la nappe phréatique, recharger la nappe phréatique. Et puis, ultimement, ben, après beaucoup de temps, la nappe phréatique peut s'en aller à la rivière. Donc, les infrastructures souterraines, sous nos pieds, à l'intérieur du périmètre urbain, il y a un vaste réseau de conduites essentiel à la gestion de l'eau. Donc, le système comprend 2 grandes catégories, le réseau d'aqueduc, puis le réseau d'égouts qui évacue l'eau, les eaux usées de domestiques vers l'usine d'épuration. Maintenant, on a les 3 différents types d'égouts. On a les égouts pluviaux, donc l'égout pluvial qui rejette les eaux de pluie vers la rivière directement. L'égout sanitaire qui recueille les eaux domestiques des maisons et les achemine à l'usine d'épuration. Puis l'égout unitaire, qui est un système qui combine les eaux usées pluviales et domestiques dans la même conduite. Puis, dans la plupart de nos projets d'infrastructure qu'on fait, les grandes réfections de rue, présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on sépare ces réseaux-là. Donc, on abandonne l'égout unitaire, puis on construit une conduite d'égout pluvial, puis une conduite d'égout sanitaire. Donc, c'est quoi les eaux indésirables? Bon, en moyenne, on dit qu'il y a 100 000 litres d'eau par année qui sont redirigés vers les égouts pour une maison qui n'a pas un aménagement adéquat. C'est quand même beaucoup d'eau qui s'en va à l'égout, exemple sanitaire, si c'est pas adéquat. Donc, c'est l'équivalent là, de 2 piscines hors terre, là, quand même.
Donc, ces eaux de ruissellement qui s'infiltrent dans le réseau d'égouts sanitaires, ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils occupent l'espace qui est réservé aux eaux usées. C'est de l'eau de pluie, c'est de l'eau propre, puis ça prend de la place des eaux usées. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça devient des eaux indésirables. On ne les veut pas dans nos réseaux d'égouts sanitaires, ces eaux-là. C'est pour ça qu'on dit indésirables. Il y a quand même deux types d'eau indésirables, deux catégories. La catégorie que je viens d'énoncer, donc les eaux propres qui sont dirigées vers le réseau d'égouts sanitaires, qui engorgent les réseaux d'égouts sanitaires, mais il y a aussi les eaux usées domestiques des maisons qui, à cause de branchements inversés, s'en vont dans les réseaux d'égouts pluviaux. Donc, le sale dans le propre. Fait que propre dans le sale dans le propre. Bref, deux catégories d'eau indésirables. Et on s'attaque aux deux dans le programme qu'on met en place. Donc, c'est quoi les conséquences des eaux indésirables? Bien, ça surcharge nos réseaux d'égouts, ça fait de la pollution, ça fait une pression accrue sur nos stations de pompage puis l'usine de traitement des eaux usées. Ça fait des débordements plus fréquents à la rivière Yamaska. Ça peut créer des refoulements d'égouts, puis ça rend la gestion de l'eau beaucoup plus complexe. Et pourquoi on fait un plan de gestion des eaux indésirables? Bien, c'est pour assurer une saine gestion de l'eau tout en protégeant l'environnement en conformité avec les normes du ministère de l'Environnement. Et puis, comment on fait ça? Bien, c'est en limitant l'infiltration puis le captage des eaux inutiles dans le réseau d'égouts, qu'il s'agisse dans les zones résidentielles, commerciales, industrielles. On va s'attaquer à tous les secteurs pour régler les eaux indésirables. Et puis, pour cette offensive, on a besoin de qui? Bien, on a besoin de vous pour faire ça. Et c'est là que mon collègue Jocelyn Bazinet va venir vous décrire un peu plus en détail la campagne. Merci, Charles. Avant d'aller plus loin avec la présentation en ce qui concerne le déploiement là, des différentes mesures qui sont visées là, par le plan d'action, je pense que ce serait important de faire une mise en contexte, en réalité, qui explique, en réalité, le déploiement de ce plan d'action-là. Vous avez tous certainement entendu parler des changements climatiques. Il n'y a pas une journée où on n'en entend pas parler. Je lisais dans la presse, justement, là, dernièrement, que certaines municipalités commençaient à remettre en question la possibilité d'avoir des sous-sols pour certaines maisons, compte tenu du fait qu'il pouvait y avoir des précipitations importantes puis des refoulements d'égouts non moins importants. Faut comprendre que, premièrement, la ville, elle s'est construite, la ville de Saint-Hyacinthe, comme toutes les villes au Québec, se sont construites au fil du temps. Et puis que, finalement, ben, on vit avec un peu des réseaux d'égouts qui sont en état, autrement dit, qui sont d'âge mûr, avec des réseaux d'égouts qui sont plus récents. Et puis, toutes ces conduites-là sont interreliées. Et puis, elles ont tout un rôle à jouer pour assurer le service là, de gestion des eaux usées. Quand on pense au changement climatique, on pense à des précipitations qui sont beaucoup plus intenses et puis beaucoup plus fréquentes qu'auparavant. Notamment, il y a environ 7 ou 8 ans, on faisait la conception, mettons, d'un plan directeur de séparation des réseaux d'égouts. Puis, pour effectuer nos calculs, on prenait des pluies de récurrence 10 ans, tel que le prescrit le ministère. Et on y ajoutait 15 % pour prendre en compte les changements climatiques. Il y a 2 ans, ce chiffre-là est monté à 18 %. Il fallait majorer, autrement dit, la pluie de récurrence une fois dans 10 ans. Une pluie qui survient une fois aux 10 ans. Il fallait majorer le débit de 18 %. Il fallait que nos conduites soient capables de recevoir les eaux de la précipitation 10 ans, plus 18 % pour être capable de rencontrer là, des paramètres qui étaient changeants en augmentant. Autrement dit, les débits qui augmentent suite aux précipitations qui sont de plus en plus intenses. Bien, aujourd'hui, on est rendu à plus 20 %. Fait que c'est quelque chose qui est évolutif, mais en même temps, ça aide à comprendre qu'on est en réalité dans un gros bateau, toute la gang ensemble, et puis qu'il faut
comme on peut dire, prendre la chose au sérieux et puis poser des gestes. Puis ça nous concerne tous, sur les changements climatiques. Les précipitations intenses, c'est certain, ils vont causer des refoulements d'égouts. Ils peuvent causer des refoulements d'égouts à l'égout pluvial, parce que s'il vient des pluies d'une récurrence plus forte que ce que le réseau est conçu, parce que le réseau, comme je viens de le dire, mettons, il est conçu pour une pluie de récurrence 10 ans au niveau de l'égout pluvial, bien, s'il vient des pluies de plus forte intensité, ça va causer des refoulements d'égouts. Fait qu'il faut essayer de limiter l'apport d'eau à l'égout pluvial. C'est la même chose à l'égout sanitaire, parce que c'est jamais parfaitement séparé, les égouts sanitaires et les égouts pluviaux. Bien, plus il y a d'eau de précipitation ou de ruissellement qui va à l'égout sanitaire, plus il y a des risques de refoulement. Bien entendu, plus aussi, il y a de risques de renvoi à l'environnement d'eau usée. Il faut faire attention à ça. Les égouts unitaires, ben, c'est des égouts, en réalité, qui reçoivent à la fois les eaux pluviales et les eaux usées. Ben, ces égouts-là aussi sont particulièrement sensibles aux précipitations qui s'en vont tout le temps avec des intensités de plus en plus fortes. Notamment à Saint-Hyacinthe, on peut, pour se faire une idée, évaluer qu'il y a 1,25 mètres d'épaisseur d'eau qui tombe sur la ville à tous les ans. Ça correspond à un peu plus de 4 pieds. Fait que c'est important quand même de figurer, quand on pense à toute la surface de la ville, il y a une épaisseur de 4 pieds d'eau à gérer à tous les ans. Fait que quand ça tombe en grosse précipitation, bien, il faut être capable de faire face à la musique. Puis c'est pour ça qu'on demande l'intervention de chacun sur sa propriété pour poser des petits gestes qui vont avoir une importance très grande pour l'ensemble de la collectivité. Juste pour vous faire une idée, quand il vient des précipitations importantes, comme l'an passé, il est venu une précipitation de 88 mm dans le mois d'août. 88 mm, bien, le débit de la rivière est passé à 900 mètres cubes seconde. Le même débit de la rivière, quand on est en période que ça fait à peu près une semaine qu'il n'a pas mouillé, bien, on se ramasse avec un débit de 2,5 mètres cubes seconde. Fait autant on a, autrement dit, un débit qui est important quand il vient des précipitations, autant il faut essayer de garder l'eau quand il fait, mettons, des périodes de sécheresse, parce que, dans les faits, on a besoin de cette eau-là pour continuer nos activités, pour vivre. D'où l'importance de recharger la nappe phréatique. La Ville, au cours des dernières années, a consenti des investissements massifs dans la reconstruction de certaines infrastructures d'égouts et d'aqueducs. Et puis, son plan d'investissement est de plus en plus important. Il va l'être également de plus en plus important au cours des prochaines années. C'est pour ça que c'est important de chacun poser un petit geste qui va compter au final pour l'ensemble de la population. L'aparté étant terminé, le déploiement qu'on propose pour le plan d'action, c'est un déploiement qui va se faire sur, mettons, 2 axes principaux, même s'il y en a d'autres que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Le premier, c'est la vérification de la mise en conformité des gouttières. On va revenir un peu plus tard là, à ce qui doit être fait. Et le deuxième axe, c'est l'identification puis la correction des raccordements d'égouts inversés. On a, sur le territoire, déjà corrigé plus d'une centaine de raccordements d'égouts inversés, mais pour lesquels il y avait eu, comme on peut dire, là, qui remontaient à plusieurs années. Par contre, on s'est aperçu qu'au fil des ans, ben, la situation se reproduisait, même dans des maisons qui sont relativement récentes. Et on se sent particulièrement concerné par cette situation-là. Donc, pour ne pas avoir à faire le même exercice régulièrement, bien là, on va intervenir au niveau des maisons qui sont en construction. À tous les ans, à partir de 2026, on va vérifier systématiquement les nouvelles constructions pour être sûr qu'il n'y a pas d'inversion d'égouts. Et puis, on va revenir en arrière également. Présentement, on a un plan d'action qui va relativement bien. Et puis, ce plan d'action-là, ben, il a commencé cette année
par la visite de plusieurs propriétés. On parle de plus de 4000 propriétés dans les secteurs Douville et Bois-Joli. La première visite a été effectuée et je vous dirais que ça a quand même très bien été. On s'est aperçu qu'il y avait un bon nombre de non-conformités. Là, on parle de plus de 75% des propriétés qui ont une ou des gouttières non conformes, mais pour la plupart, c'est des petits gestes à poser pour rendre le tout conforme. Le plan d'action pour 2025 également va consister à faire de la recherche d'égouts inversés. On a déjà plus de 200 propriétés d'investiguer. Sur ce nombre, on en a trouvé une quinzaine qui avaient des égouts inversés. Et on en a d'autres là, à vérifier là, au cours des prochaines semaines, des prochains mois. On va, en plus de ça, faire la correction des égouts inversés, des branchements d'égouts inversés qu'on a répertoriés l'an passé. Parce que l'an passé, on a monté un projet pilote qui nous a permis, en réalité, de développer notre expérience et qui va nous permettre de monter, d'améliorer notre expérience puis notre connaissance du réseau avec une équipe qui est dédiée totalement à ça. Aussi, en 2025, on va faire de la recherche d'eau parasitaire. On parle d'eau pluviale, d'eau de ruissellement qui se rejette dans le réseau sanitaire, dans les parcs industriels. Cette année, ainsi que pour l'année 2026 et 2027, on va investiguer les différents bâtiments du parc Olivier-Chalifou. On a un captage là, qui est très, très important dans ces secteurs-là. On parle d'un captage de 25 litres seconde. 25 litres seconde, quand on réfléchit qu'un litre seconde, c'est environ le même débit qui est généré par 175 unités de logement, imaginez ce que 25 litres seconde peut représenter. Puis ça, si vous avez ça dans différents bassins versants puis que ça s'accumule, bien en réalité, c'est toute de l'eau qui fait juste, premièrement, diminuer la qualité du traitement à l'usine d'épuration, mais aussi qui va encombrer nos conduites puis qui causer des refoulements potentiels. En 2026, je n'irai pas dans le détail pour chacune des années, mais en 2026, on vise les secteurs Assomption et Sainte-Rosalie, ainsi que de la recherche de branchements inversés pour le secteur Saint-Joseph. On va continuer dans le secteur Olivier-Chalifou, et ainsi de suite. Dans les dernières années, en 2029-2030, on va commencer également à faire de la recherche au niveau des pompes submersibles, des raccordements des pompes submersibles. C'est important déjà là, de réaliser que des pompes submersibles, c'est censé rejeter les eaux de ruissellement qui sont recueillies sur le terrain et non pas dans une conduite sanitaire ou une conduite pluviale. Donc, on va axer notre plan d'action là-dessus. Le rôle des entrepreneurs est particulièrement important. En réalité, ce qu'on vous demande, c'est de faire un petit contrôle de qualité des travaux qui sont effectués sous votre égide. Dans le sens où c'est faisable de vérifier avec le plombier s'il y a eu les bonnes directives pour raccorder l'égout sanitaire du bâtiment au bon branchement d'égout sanitaire. C'est facile, ça, de le faire. La même affaire pour le branchement pluvial. En réalité, il faut s'assurer que la personne qui vient chercher le permis puis à qui on remet des directives puis qu'on dit, à laquelle on dit, vous pouvez raccorder, mettons, l'égout sanitaire sur le tuyau en PVC blanc, puis l'égout pluvial sur le branchement noir, bien, il faut s'assurer que non seulement la personne qui reçoit le permis le sait, mais qu'elle va le dire à l'entrepreneur général, qui va le dire à son plombier, qui va le dire à son homme qui est sur le terrain. Puis ça, c'est important parce que, en réalité, le fait d'inverser des égouts, c'est comme se tirer dans le pied pour les entrepreneurs puis pour les promoteurs. Parce que d'envoyer des eaux pluviales, des eaux de ruissellement dans le réseau sanitaire, on augmente le débit dans le réseau sanitaire. Puis ce que ça fait en sorte, c'est que ça fait en sorte que ça gèle le développement pour un secteur donné, parce qu'on n'est plus capable d'assurer que dans ce coin-là, il n'y aura pas de débordement si on rajoute des unités de logement. C'est donc très important de faire un contrôle à la source, puis de s'assurer
que le travail qui est fait, il est bien fait. En ce sens-là, la Ville va veiller au grain au cours des prochaines années. Votre responsabilité, autrement dit, en tant qu'expert, c'est de connaître la réglementation, mais aussi le code de la plomberie. Hein. Le pluvial, ça va au pluvial, puis le sanitaire, ça va au sanitaire. Et puis de veiller à une application rigoureuse. Les gouttières, quand vous construisez, il faut que vous vous demandiez, là, si j'installe la gouttière sur ce sens-là avec la descente de gouttière, bon, ben là, si ça s'en va sur l'allée principale, ben c'est sûr que j'envoie l'eau directement au puisard de rue. Là, il faudra peut-être que je fasse mon installation autrement pour pouvoir diriger les eaux sur une surface perméable. Des fois, il va vous sembler que ça ne sera pas possible. À ce moment-là, c'est possible d'installer un petit caniveau qui va diriger l'eau plus loin sur le terrain dans une surface perméable. Mais il faut que vous vous arrêtiez à vous poser la question comment je peux envoyer les eaux de ruissellement au bon endroit, de façon à recharger la nappe phréatique, puis également à diminuer les débits dans les différents réseaux d'égouts de la Ville. On va regarder un petit peu les différents cas de figure. Bon, les photos, je vous le dis tout de suite, ça ne dit pas tout, là. On voit une première photo qui est excellente, mais qui se rejette sur un pavé uni. Bon, ça dépend aussi. Si ça s'en va sur le pavé uni puis que ça s'en va après ça sur le gazon, c'est parfait. Il n'y en a pas de problème. Mais si, par contre, ça s'en va vers une entrée charretière qui est pavée, ou si ça s'en va en pavé uni jusqu'à la rue puis que l'eau ruisselle jusqu'à la rue, on n'est pas conforme. Même chose, vous avez un rejet qui est dirigé directement dans un puisard. Dans les nouvelles constructions, il y a de plus en plus de gens qui installent des mini-puisards de type carré, là, comme on voit là, dans la deuxième photo. Dans les faits, si ces puisards-là se déversent plus loin sur le terrain, c'est conforme. OK? Mais s'ils sont raccordés au drain de fondation, là, on a un problème. Ça ne l'est pas du tout conforme. Puis, à ce moment-là, il faut bouchonner, enlever le puisard, bouchonner le drain qui sort à la surface et puis rediriger les eaux plus loin. Fait que ça, c'est très important que vous en preniez note. De la même manière, un rejet qui est dirigé directement dans le drain de fondation, bien, si du drain, en réalité, ça part du drain puis que ça s'en va encore là plus loin dans une haie, dans un puits percolant ou dans un fossé plus loin, c'est parfait. Mais si ça s'en va directement au drain de fondation, puis le drain de fondation, s'il est raccordé sur le pluvial ou sur le sanitaire, d'une manière comme d'une autre, il peut nous créer des problèmes au premier titre, au propriétaire qui est là. Puis ensuite de ça, il peut créer des problèmes à l'ensemble des concitoyens. Puis finalement, un rejet qui est trop près du bâtiment, ben l'eau va chercher à rentrer rapidement le long du bâtiment et à s'infiltrer dans le drain. On ne la veut pas, cette eau-là, tout de suite. On veut retarder. L'idée, c'est que quand il vient une précipitation de forte intensité, généralement, ça ne dure pas pendant 6-7 heures. L'intensité, elle va être forte pendant une relativement courte période de temps. Bien là, il faut retarder, il faut abaisser, autrement dit, le débit de pointe pour faire en sorte que cette eau-là, elle percole dans le sol, qu'il y en a une partie qui va servir à la nappe phréatique, puis que probablement qu'il y en a une partie qui va finir par revenir peut-être au drain de fondation, mais après un délai de temps qui va nous permettre de la recevoir sans créer de refoulement d'égout. En résumé, pour être conforme, il y a des petits, en réalité, je vais aller vous les montrer plus loin, mais pour être conforme, il s'agit juste des fois de faire des petites actions. Des fois, ça va demander des investissements qui peuvent atteindre quelques centaines de dollars, même peut-être quelques milliers de dollars. Mais au final, on est tous dans le même bateau. On a tous à investir pour s'assurer de maintenir notre qualité de vie. Et ce programme-là, j'y crois sincèrement. Le service du génie puis la ville de Saint-Hyacinthe y croit également de façon marquée. Et puis, c'est important d'y assurer le suivi. Dans la majorité des cas, qu'on va trouver des branchements inversés, ça résulte d'une erreur de travaux de plomberie ou d'une erreur de communication.
OK? Des fois, ce n'est pas le plombier, c'est simplement qu'il n'y a pas eu l'information. Mais au final, le promoteur, l'entrepreneur général est responsable. Et puis, s'il veut s'assurer de pouvoir faire son développement, puis de pouvoir le poursuivre, bien, il faut s'assurer que les eaux sont dirigées au bon endroit. Que ce soit les eaux de ruissellement ou les eaux usées. Le fait qu'il y a des branchements qui sont inversés, ça peut avoir des lourdes conséquences, notamment sur la surcharge du réseau sanitaire, créer des débordements à l'environnement, des refoulements d'égouts dans les résidences, la contamination du milieu de la rivière, mais ça peut être également d'un petit cours d'eau, dépendamment. Et puis, là, ben, à un moment donné, il faut vraiment se conscientiser. On n'est plus là dans la période je vous dirais, là, quand j'ai commencé à travailler, les gens étaient moins sensibles à ça. Mais il faut suivre notre époque, puis je vous dirais, on est rendu là, puis il faut se responsabiliser en tant que propriétaire. Pour prévenir le problème, bien, la Ville de Saint-Hyacinthe, elle va procéder, comme je vous disais tantôt, à la vérification systématique des nouvelles propriétés à partir de 2026, mais également, elle va faire un survol de l'ensemble du territoire pour s'assurer de pincer ou d'identifier les propriétés qui sont présentement avec des branchements inversés pour les corriger. C'est tout. Marie-Josée. Merci. Alors, en lien avec les demandes de permis, il n'y a pas rien nécessairement qui change. La procédure demeure la même. Donc, le dépôt de vos demandes de permis, que ce soit nouvelle construction, agrandissement ou rénovation, se poursuit. Donc, vous déposez votre demande au service de l'urbanisme et de l'environnement. C'est sûr que l'inspecteur va faire l'analyse du projet en tant que tel et va à l'occasion ajouter des notes sur les plans ou directement dans la section commentaires des permis. Donc, c'est toujours important, comme Jocelyn l'a indiqué un petit peu plus tôt, il a volé mon punch, mais bon, de prendre connaissance de ces notes particulières qui ont été rajoutées, d'en aviser aussi ces entrepreneurs et peut-être ces sous-entrepreneurs quand on donne des informations comme ça. Donc, c'est de prendre le temps nécessairement de bien regarder les permis qu'on vous a délivrés. Le service du génie demeure, dans le fond, il va faire l'analyse des parties dédiées à ça. Donc, au niveau des branchements, c'est toujours la division du service du génie qui fait cette vérification-là. Puis, il faut comprendre aussi, lorsqu'on émet un permis, nous, de nouvelle construction, c'est que c'est conditionnel, bien sûr, au branchement qui soit conforme en totalité à notre réglementation. Donc, peu de changements de notre côté. Si pour plus de détails en lien avec des dispositions particulières sur le sujet d'aujourd'hui, ben il y a quelque chose de disponible sur le site Internet là, par rapport à la réglementation à ce sujet-là. Ben, sinon, point de vue communication, dans le fond, dans la présentation, vous avez déjà pu voir certains des outils, des éléments de la campagne de communication qui est sous la thématique « Pensons autrement ». L'objectif de la campagne, c'est de soutenir le plan de gestion des eaux indésirables en vulgarisant le fonctionnement des infrastructures souterraines pour améliorer la compréhension des enjeux auxquels nous faisons face. Donc, on trouvait important que vous compreniez l'impact positif que vous pouvez avoir en modifiant les comportements, finalement. Tout le coffre à outils est disponible dans la section eau indésirable sur le site Internet. Vous y trouverez le chemin de l'eau, un feuillet informatif aussi sur les gouttières et les bonnes pratiques, un feuillet informatif sur les branchements inversés aussi, les 2 vidéos qu'on va présenter aujourd'hui, j'imagine. Non, on ne les présentera pas. Bon, ben, elles sont en ligne, en tout cas, vous pouvez aller les voir. Et il y a aussi une section questions-réponses. Si vous avez des questions aussi, au cours de l'année, on a créé une adresse courriel gestion-o@sainte-hyacinthe.ca. Il y a aussi une ligne téléphonique dédiée au sujet, puis le tout est géré par mon collègue, M. Bazinet, et son équipe. Donc,
au cours du prochain mois aussi, nous ajouterons la vidéo de ce soir, donc vous pourrez aussi la revisionner en ligne. Ça fait le tour. Alors, voici pour la période de questions. Si vous avez des questions, il y a un micro juste derrière M. Huard. Vous pouvez vous présenter au micro. Vous pouvez vous nommer à l'avance. S'il n'y a pas de questions, je ne sais pas s'il y en a. C'était clair. Sinon, également, là, toutes les personnes présentes à l'avant ils peuvent répondre individuellement à vos questions. Monsieur Bazinet également est toujours très disponible. Les adresses courriels qu'on a mis, c'est son équipe là, qui font les visites, qui les gère. C'est pour ça qu'on a voulu les créer, pour que ce soit plus facile à rejoindre, puis qu'on sait que les questions sont vraiment liées à ce programme-là. Toujours pas de questions? C'est bon, des fois. Des fois, on est gêné. Des fois, ça prend quelqu'un pour commencer, non? Bien, un gros merci de vous être présenté cet après-midi. Je pense que vous savez que vous avez des ambassadeurs, puis c'est important pour nous, là, la gestion des eaux. Merci.